sont aussi des créateurs de paysages. D'ici 10 minutes, ça va péter dans le cratère de Lemieux. On a actuellement une quinzaine de traces sismiques, donc une quinzaine de sismos. Τα ηφαίστεια σμήλευσαν τον πλανήτη μας. Διαμόρφωσαν τις υπήρους. Συνέβαλαν στην εξαφάνιση ορισμένων ειδών, εμπλούτησαν τα εδάφη. Αντιπροσωπεύουν επίσης μία απειλή για τα 500 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν κοντά τους. Έτσι, η έγκαιρη πρόβλεψη των εκρήξεών τους, προκειμένου να εκενωθεί ο χώρος, συνιστά απόλυτη αναγκαιότητα. Όμως αυτό απαιτεί να γνωρίσουμε καλύτερα τα έγκατά τους, να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία τους. Στο νησί Réunion, το Piton de la Fournaise είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της γης. Εκρήγνεται κατά μέσο όρο μία φορά κάθε 9 μήνες. Για να το αφογκραστούν, να το ψηλαφίσουν, να το μυρίσουν οι Γάλλοι ερευνητές του ηφαιστειολογικού παρατηρητηρίου, το έντυσαν με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, καθιστώντας το ένα από τα ηφαίστεια που έχουν ερευνηθεί περισσότερο στον κόσμο. Ένα πραγματικό ηφαίστειο εργαστήριο. Η Εμιλή και η Μαριπιέρ πηγαίνουν να συναντήσουν αυτούς τους ερευνητές. Μαζί τους θα βαθύσουν το μυθικό Piton de la Fournaise για να ανακαλύψουν τι κρύβει μέσα του. Les volcans ont façonné la Terre. On pourrait même dire qu'ils ont sculpté un à un ces continents. Mais en fait, ils ont fait beaucoup plus que ça. On les soupçonne carrément d'être en partie responsables de l'apparition de la vie sur la Terre. Parce qu'ils auraient amené les ingrédients fondamentaux de cette vie-là, qui se seraient assemblés dans l'eau pour former les premiers organismes vivants. Et il y a même des recherches récentes qui ont permis de trouver des acides aminés dans la roche volcanique. Ça, les acides aminés, c'est vraiment nos ingrédients de base. C'est la matière première de l'ADN, la signature de la vie. Oui, puis il ne faut pas oublier non plus que les volcans aident les hommes à se nourrir. Les terres volcaniques, elles sont ultra fertiles. Et jusqu'à regarder autour de nous la végétation luxuriante qui pousse là sur la roche noire, ça, c'est parce qu'en fait, les éruptions, elles éjectent quantité de minéraux, du fer, du magnésium, du potassium, du sodium, qui enrichissent les cultures. En fait, on pourrait considérer un peu les volcans comme des sortes de bombes à engrais. Des bombes qui peuvent être aussi très destructrices. Les habitants de la ville de Pompéi s'étaient installés là pour cultiver la vigne avant d'être ensevelis par les cendres du Vésuve. Oui, puis aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui vivent auprès des volcans, dont une bonne partie vit auprès des volcans les plus dangereux, les volcans explosifs. Donc pour protéger ces populations, c'est essentiel de surveiller les volcans pour anticiper leur colère. Η οργή των ηφαιστείων έχει επώδυνες συνέπειες. Το 2014 η τελευταία έκρηξη του όρους Οντάκε στην Ιαπωνία είχε 55 θύματα. Το 2011, 324 άτομα σκοτώθηκαν μετά το ξύπνημα του ηφαιστείου Μεράπη στην Ινδονησία. 1.266 Φιλιππινέζοι έχασαν τη ζωή τους κατά την έκρηξη του Μαγιόν το 2006. Στις 14 Αυγούστου του 2015, το ξύπνημα του ηφαιστείου Κοτοπάξι ανάγκασε την κυβέρνηση του Εκουαδόρ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. On pourrait se représenter la Terre comme une pêche. Et si on découpait la Terre comme on découpe une pêche, on verrait plusieurs couches. Donc, un noyau, une couche plus épaisse qu'on appelle le manteau, et en surface, une couche qui est proportionnellement à peu près aussi mince que la peau de notre pêche, qui est la croûte terrestre ou la lithosphère. Ouais. Et un volcan, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit où du magma venu des entrailles de la Terre, notre manteau, remonte et perce la croûte terrestre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'asténosphère, qui est la partie supérieure du manteau, les roches fondent partiellement, et la roche fondue est moins dense que les roches environnantes et donc a tendance à remonter.
Oui, puis il y a aussi le fait que la pression est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est en surface. Et ça, ce sont les lois de la mécanique des fluides qui le dictent. Le magma va avoir tendance à s'écouler de la zone de haute pression vers la zone de basse pression. Ouais. Et si, au cours de sa remontée vers la surface, le magma rencontre un obstacle, un endroit où il n'y a plus de failles et plus de fissures pour s'écouler, il va s'accumuler dans une sorte de réservoir qu'on appelle la chambre magmatique pendant des décennies, voire des siècles. Et là, à force de s'accumuler, la pression augmente jusqu'à un moment donné où le magma perce la croûte terrestre. C'est l'éruption. Μία διαδικασία που γέννησε το νησί της Ρεϊνιόν εδώ και πάνω από 7 εκατομμύρια χρόνια. Στη διάρκεια αυτών των εκρήξεων μέτρο το μέτρο, το μάγμα σχημάτισε τη βάση του νησιού σε βάθος σχεδόν 4.000 μέτρων. Περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια αργότερα, ο πρώτος ηφαιστειακός κόνος αναδύεται από τον Ινδικό ωκεανό. Το ηφαιστειογενές νησί συνεχίζει να μεγαλώνει. Αποτελείται από μια κύρια οροσειρά που ονομάζεται Πιτόν ντε Νέζ. Κατά την εξέλιξή του, ένα νέο ηφαίστειο γεννήθηκε δίπλα στο Πιτόν ντε Νέζ, το Πιτόν ντε λα Φουρνέζ. Τα δύο ηφαίστεια λειτουργούσαν μαζί μέχρι πριν από περίπου 12.000 χρόνια, οπότε έσβησε το Πιτόν ντε Νέζ. Σήμερα ξερνά φωτιά μόνο το Πιτόν ντε λα Φουρνέζ. Hey, c'est beau, regarde, on voit le piton là. Donc là, en fait, on est au pas de Bellecombe, donc c'est le point de départ de la randonnée vers le sommet du piton. Pour l'atteindre, en fait, il y a un seul chemin maintenant principal, alors qu'en fait, il y a encore 1 ou 2 ans, on pouvait passer par plusieurs sentiers, dont certains contournaient le volcan. Mais en fait, lors des dernières éruptions, 2014-2015, la lave a jailli sur ces sentiers-là et barré la route aux randonneurs. Et la lave a coulé de façon intermittente jusqu'au mois d'octobre. Depuis octobre, il n'y a plus de lave, mais ça ne veut pas dire que le volcan s'est calmé pour de bon. C'est même tout le contraire, en fait. Et les gens de l'Observatoire volcanologique sont là pour ça. Ils enregistrent continuellement des micro-séismes ou même des petits effondrements du cratère principal du volcan, le cratère Dolomieu. Το Πιτόν ντε λα Φουρνέζ προκάλεσε αρκετά ηφαιστειακά συμβάντα που διαμόρφωσαν το ανατολικό τμήμα του νησιού. Η πραγματική του δράση άρχισε πριν από 4.500 χρόνια, όταν εξεράγει η καλντέρα του περίβολου Φουκέ. Από τότε, οι εκρήξεις συγκεντρώνονται κυρίως στο εσωτερικό αυτού του περίβολου. Λίγο-λίγο οι εκρήξεις αυτές έχτισαν τον τερματικό κόνο του Πιτόν ντε λα Φουρνέζ. Για να δουν από κοντά το περίφημο πιτόν που έγινε εμβληματική εικόνα του νησιού, η Μαρί Πιέρ και η Εμιλή αρχίζουν την ανάβαση του τερματικού κόνου που υψώνεται στα 2.631 μέτρα. Η ανταμοιβή, μια ηλικιώδης θέα του περίβολου Φουκέ και του κρατήρα Ντολομιέ. Éruption probable Dans les prochains jours. Pas aujourd'hui. On y va? Allez, allez! Για να φτάσουν στην κορυφή θέλουν 5 ώρες εντατικό περπάτημα. Hey, moi, ça me suffirait, hein? Mais je sais que ça va être encore Non, on plus va aller beau, jusqu'en hein? haut. C'est bon, on va vachement bien là. Le petit cône issu d'une éruption et puis le cône terminal du piton de la Fournaise. Για να φτάσουν στην κορυφή του τερματικού κόνου η Μαρί Πιέρ και η Εμιλή, πρέπει πρώτα να κατεβούν στον περίβολο Φουκέ από μια σκάλα με 500 σκαλιά σκαλισμένα στο βράχο. Regarde là, on se rend bien compte, Marie-Pierre, viens voir. On se rend compte des falaises de l'enclos Fouquet. Ouais. Mais finalement, le piton de la Fournaise, c'est pas juste ce cône terminal, c'est l'ensemble du massif. Αφού κατεβούν στον περίβολο, πρέπει να διασχίσουν ένα τεράστιο πεδίο λάβας που κυλά εδώ και 4.500 χρόνια από τις χιλιάδες εκρήξεις του πιτών. Oui, il paraît qu'il y a vraiment différentes textures de lave. Bah, celle-là, c'est la lave lisse, puis il en existe une autre plus rugueuse. Ici, ils appellent ça le graton. Υπάρχουν κυρίως 2 τύποι λάβας. Ηλία, πολύ ρευστή, με ομαλή επιφάνεια, και η τραχιά, πολύ πιο κοκκώδης, με επιφάνεια χαοτική και τυχαία.
Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμα τι επηρεάζει την εμφάνιση του ενός ή του άλλου είδους. Quand on pense à un volcan, on a tendance à imaginer un beau gros cône avec un trou en plein milieu et du feu qui sort du trou. Mais dans les faits, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Ouais, pour sortir la lave, elle emprunte un chemin super compliqué. Il y a d'abord une chambre magmatique sous le piton des neiges, à 20 km de profondeur, ensuite une autre à 7 km, puis juste en dessous du cône terminal, une dernière à 2 km de profondeur. On commence à rentrer dans le dur là, ça va devenir de plus en plus raide. Για τους επιστήμονες, το παρατηρητήριο, το σκαρφάλωμα στις απότομες και κακοτράχαλες πλαγιές του ηφαιστείου αποτελεί ρουτίνα. Μια ρουτίνα απαιτητική. Σύμφωνα με τους πιο αθλητικούς ερευνητές που είναι συνηθισμένοι σε δύσκολα εδάφη, όπως η Ανταρκτική, το πιτόν είναι ένα από τα πιο περίπλοκα εδάφη που έχουν συναντήσει. C'est super beau, c'est hyper brillant. Oui. Ça sent la lave fraîche. Ok, bah là c'est presque l'escalade en fait. Στην κορυφή, η Εμιλή και η Μαρί Πιέρ πρέπει να συναντήσουν τον Φιλίπ Κοβάλσκι, τεχνικό διευθυντή του παρατηρητηρίου. Salut Philippe. Allô. Bonjour. Tu bosses? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah bah je fais des mesures infrarouges sur le fond du cratère avec l'espoir d'arriver à voir le flux thermique qui vient du magma qui est sous nos pieds. Parce que les différences de température vous apprennent des choses? Effectivement, l'idée sous-jacente à l'utilisation de cet appareil, c'est qu'on a sous nos pieds une réserve de magma, donc qui est chaude, qui va produire un flux thermique grâce à l'eau qui s'infiltre et qui va ressortir, qui nous produit des fumerolles en début de matinée. Et on espère la détecter et pouvoir la quantifier au fur et à mesure du temps et donc qualifier l'activité du magma dans le volcan. Je serais curieuse de voir le paysage en infrarouge. Est-ce que je peux t'aider à prendre quelques photos? Oui, essaye. Donc, plus c'est rouge, plus c'est chaud? Plus c'est jaune, rouge, oui, plus c'est chaud. OK. Attention à toi, fille, hein, quand tu prends des photos. Oui. Donc elles n'ont pas toutes lieu au sommet, les éruptions, mais il y en a eu une au sommet incroyable, l'éruption du siècle, en 2007, qui a notamment provoqué l'effondrement du cratère Dolomieu. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la topographie du cratère? Est-ce que tout s'est effondré d'un coup? Oui, quasiment en fait. En quelques heures, le cratère s'est effondré. Cette éruption a vidé en fait un réservoir de magma qui se trouvait à l'aplomb du cratère. Et une fois que la pression a diminué dans ce réservoir de magma, ça a permis à toute la matière qui était au-dessus de s'effondrer et de descendre. Les bords, tout doucement, tombent à l'intérieur du cratère. C'est ce qu'on voit en face d'ailleurs sur la paroi. Donc le bloc où se trouve Marie-Pierre, un jour, sera beaucoup plus bas. Ok, fais attention Marie-Pierre, là le bloc il est en train de s'effondrer. C'est friable quoi. Là, faut pas aller au bout, hein. Ça part, c'est du... Ouais, il n'y a plus rien dessous là-bas. Et au moment d'une éruption, est-ce que vous vous servez de la caméra thermique pour faire quelque chose? Ça vous sert scientifiquement? Oui, tout à fait. On va sur le lieu de l'éruption et ça permet de connaître, d'évaluer entre autres les températures des laves qui sortent. Quand la lave a refroidi en surface, elle a la même couleur que les laves environnantes et on ne peut pas distinguer à distance, savoir où est la coulée. Donc la caméra thermique permet de visualiser où est la coulée, où est la matière chaude, alors qu'à l'œil nu, on ne voit pas de différence avec le reste. Η θερμική κάμερα είναι ένα από τα πολλά εργαλεία με τα οποία αφουγκράζονται το πιτόν. Οι ερευνητές του ηφαιστειολογικού παρατηρητηρίου έχουν εξοπλίσει το ηφαίστειο με εκατοντάδες όργανα GPS και σεισμογράφους που το παρακολουθούν καθημερινά σε 24ωρη βάση. Χάρη σε αυτά τα σύγχρονα όργανα, η πρόγνωση των ηφαιστειακών εκρήξεων έχει κάνει σημαντική πρόοδο, όμως παραμένει ατελής. Η πρόβλεψη μιας έκρηξης αρκετές ημέρες πριν, η δυνατότητα καθορισμού του εύρους της και του ακριβού σημείου όπου θα εκτοξευτεί η λάβα ώστε να εκενωθεί έγκαιρα ο πληθυσμός, παραμένει στοίχημα για τους επιστήμονες.
Mais vous enregistrez toutes sortes de signes avant-coureurs à l'observatoire qui vous préviennent d'une éruption. Mais est-ce que le volcan pourrait vous prendre par surprise? Par surprise, pas tout à fait, mais effectivement, dans certains cas, et c'est déjà arrivé par le passé, si le réservoir de magma qui est mis en pression et qui produit l'éruption est suffisamment proche de la surface, ce qui implique quand même que ce ne soit pas un trop gros réservoir, les premiers séismes qui vont traduire la montée du magma qui vont se produire avant l'éruption peuvent être juste quelques dizaines de minutes avant. Le plus court que j'ai connu, c'est 20 minutes. Et en 20 minutes, bien entendu, on a à peine le temps de prévenir les autorités et surtout pas le temps d'évacuer les gens qui sont éventuellement sur site. Ça veut dire que là, si ça se trouve à l'observatoire, vous recevez des données qui vous montrent que d'ici 10 minutes, ça va péter dans le cratère de Lomieux. C'est possible? Ça serait du domaine du possible. Bon, ma radio est allumée, on serait prévenu. Η Εμιλή και η Μαρί Πιέρ συναντούν κι άλλους ερευνητές του ηφαιστειολογικού παρατηρητηρίου που βρίσκονται σήμερα σε αποστολή στις πλαγιές του ηφαιστείου. Θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις καταβολές του Piton de la Fournaise. Donc pour résumer, Nicolas, un volcan, ça se forme quand la lave remonte des entrailles de la Terre et perce la croûte terrestre. Mais il y a plusieurs façons de la former, cette lave, plusieurs façons de former un volcan. Oui, comme tu as dû l'apprendre à l'école, comme on l'apprend tous à l'école, les volcans, ils sont souvent liés à la dynamique de la croûte terrestre. Cette croûte, elle bouge avec des zones qui s'écartent, là où on a des zones d'accrétion, comme dans le rift africain, où on a un volcanisme éruptif très fluide. Après, de l'autre côté, tu vas avoir une zone où les plaques vont se surimposer. Et une plaque va plonger sous l'autre, refondre en emportant avec elle de l'eau de mer, des sédiments. En refondant, on va avoir un nouveau magma qui va se former, plus visqueux, plus acide, qui quand il va arriver à la surface, va donner un volcanisme beaucoup plus explosif. Et ici, au Piton de la Fournaise, on a quel type de volcan? Alors on est dans le troisième type dont je n'ai pas encore parlé, évidemment. C'est le type, c'est toujours pareil, il y a toujours une exception, c'est l'exception. À savoir que là, on n'est pas lié au dynamisme, à la géodynamique de la Terre, on est lié à une surchauffe dans une zone qu'on va appeler une anomalie thermique, dans le cœur de la Terre même, hein, c'est-à-dire à la limite entre le noyau et le manteau. Et cette surchauffe va faire fondre le matériel qui va remonter assez rapidement vers la surface pour arriver jusqu'en surface et s'étaler sous forme d'éruption effusive. Σε ορισμένες περιοχές της ασθενόσφαιρας η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από αλλού χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο. Αποκαλούμε αυτές τις περιοχές θερμά σημεία. Το μάγμα που βγαίνει εκεί είναι αρκετά ρευστό και κυλά σε μεγάλες ποσότητες. Λόγω της κίνησης του φλοιού της γης με τις τεκτονικές πλάκες, αυτά τα θερμά σημεία σταθεροποιημένα στην ασθενόσφαιρα σχηματίζουν στην επιφάνεια σειρές από ηφαίστεια. Αυτό το φαινόμενο δημιούργησε τη σειρά των ηφαιστειογενών νησιών της Χαβάης και του αρχιπέλαγος στις Μαλδίβες. Wow! Aline, moi, je vois tout ça, je suis en état de pur émerveillement, mais je sais pas, toi, tu fais le même genre de prise de mesure chaque jour depuis plusieurs années. Est-ce qu'on devient un petit peu blasé? En fait, non, c'est tous les jours un autre spectacle, que ce soit au niveau de la météo, au niveau de l'activité, c'est toujours un réel attrait pour nous d'aller sur le terrain, encore plus que bien sûr quand il y a des éruptions, mais même sans éruption, le paysage est tellement magnifique et surtout on a un attrait aussi scientifique qui nous émerveille à chaque fois, donc dès qu'on va faire une mesure, on sait qu'il y aura un résultat derrière et donc nous, ça nous émerveille à chaque fois. On connaît surtout les volcans pour leur potentiel destructeur, mais les volcans sont aussi des créateurs de paysages. Oui, effectivement, donc la Réunion est un très bel exemple, puisqu'il est sorti de la mer il y a maintenant 3 à 4 millions d'années. Et donc il a formé 2 édifices volcaniques principaux, le Piton des Neiges, qui est le principal édifice volcanique, et le Piton de la Fournaise, qui est une petite verrue sur le Piton des Neiges. Et donc on a beaucoup d'exemples comme ça au travers l'histoire de la Terre, où on a eu donc la formation des continents et des îles volcaniques par l'activité de la remontée de magma vers la surface. Il faut savoir qu'au début de la formation de la Terre, on avait une activité volcanique extrêmement intense et c'est comme ça en fait que le système Terre s'est refroidi. Donc en fait, l'accrétion en début de formation de la Terre des différentes particules qui ont formé la Terre a généré donc une anomalie thermique en profondeur et celle-ci s'évacue par un régime volcanique. Donc la Terre se refroidit grâce à ces volcans? Via les volcans, c'est ça exactement. Donc il faut savoir que l'état normal du manteau est solide
Et donc, l'état liquide est une anomalie. Et donc, l'anomalie notamment des points chauds, c'est parce qu'on a de la radioactivité en profondeur qui va venir faire fondre certaines parties du manteau. Et donc, celui-ci va venir comme ça remonter en surface et générer, par exemple, la Réunion. Il y a 65 millions d'années, l'activité du point chaud était totalement différente. Donc, actuellement, on est situé donc à peu près à plus ou moins une centaine de kilomètres près à l'apex du point chaud. Et avant, l'Inde se situait à notre niveau. Et donc, à ce moment-là, on a eu, il y a 65 millions d'années, les trappes du Décan. Η Γη γνώρισε πολλές περιόδους πολύ έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Στη διάρκεια τους, λάβα εκτινασόταν ασταμάτητα από ορισμένα ηφαίστεια για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Αυτά τα φαινόμενα τα ονομάζουμε υπερηφαίστεια, εκλείοντας εκατομμύρια κυβικά μέτρα λάβας. Σχημάτισαν εντυπωσιακές ισορρεύσεις βασάλτη που ονομάζονται παγίδες. Πιστεύετε ότι αυτά τα υπερηφαίστεια συνέβαλαν σε μαζική εξαφάνιση ειδών. Έτσι, οι παγίδες της Σιβηρίας σχηματίστηκαν στα τέλη της Πέρμιας περίοδου πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια, όταν εξαφανίστηκε το 90% των ειδών. Αυτές του Ντεκάν στην Ινδία, οι σημαντικότερες ροές λάβα στη Γη, σχηματίστηκαν πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό συμπίπτει με τη μαζική κρητιδική παλαιογενή εξαφάνιση, που σημαδεύτηκε από την εξαφάνιση των δεινοσαύρων και του 40% των ειδών του πλανήτη. Donc les trappes du Décan sont connues pour avoir été à l'origine certainement de l'extinction des dinosaures du fait de l'émission extrêmement rapide et sur des distances relativement importantes de grands champs de lave sur des milliers de kilomètres et donc avec des volumes extrêmement importants. Donc ceci a généré un changement climatique extrêmement important qui a dû provoquer une extinction de masse des espèces. Et donc on retrouve comme ça par le passé des trappes à divers endroits de la Terre qui sont à l'origine d'extinction massive d'espèces. Pour le point chaud qui nous intéresse, donc il y a 65 millions d'années, l'activité était beaucoup plus importante qu'actuellement. Et au cours du temps, la plaque sur laquelle on se trouve est remontée vers le nord et l'Inde s'est donc déplacée par rapport au point chaud. Et on a eu la formation donc, de diverses îles, les Lacadives, les Maldives, la Maurice et maintenant la Réunion. Αφού οι υπηρετικές πλάκες κινούνται πάνω από ένα θερμό σημείο, το οποίο παραμένει σταθερό, το θερμό σημείο που γέννησε το υπερηφαίστειο, το οποίο δημιούργησε τις παγίδες του Ντεκάν, είναι το ίδιο με αυτό που δημιούργησε τις Μαλδίβες και τη Ρεϊνιόν. Πιστεύετε ότι αυτό το θερμό σημείο θα τροφοδοτήσει στη συνέχεια κάποιο άλλο σημείο του Ινδικού ωκεανού και θα σχηματίσει αναμφίβολα μια νέα σειρά ηφαιστειογενών νησιών? Mais l'activité volcanique était beaucoup plus importante, donc il y a plusieurs millions d'années. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il n'y aura plus de volcans sur Terre? Bon, on en est encore loin. Il faut savoir qu'actuellement, donc, le point chaud qui est situé à peu près entre La Réunion et Maurice est toujours actif, puisqu'on a le piton de la Fournaise qui est une preuve vivante que ce point est actif, mais avec des taux relativement faibles. Si l'on compare par exemple au volcanisme de type hawaïen, où les volumes émis sont 10 fois plus grands qu'au piton de la Fournaise. À terme, tout va être refroidi, mais reste à savoir maintenant quand. Ce sont des processus qui prennent des milliards d'années pour avoir un refroidissement total du système Terre. Et dans tous les cas, nous, on ne sera plus là pour le voir. Η ψήξη μέσω της ηφαιστειακής δραστηριότητας ενός πλανήτη όπως η Γη απαιτεί εξαιρετικά πολύ χρόνο. Είναι πολύ πιθανό η διαδικασία αυτή να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα όταν καταπιούν τη Γη οι φλόγες από την αγωνία του ήλιου μας σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό είναι καλό. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι πηγή ζωής. Οι άνθρωποι θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουν για πολύ καιρό να συνυπάρχουν με αυτούς τους δράκους. Εδώ, στο νησί Ρεϊνιόν, οι κάτοικοι θυμούνται έντονα όλους τους μεγάλους θυμούς του ηφαιστείου τους. Στις 5 Απριλίου του 1977 έγινε μια έκρηξη πιο βίαιη από τις άλλες. Η λάβα βγήκε από τον περίβολο Φουρκέ, όπου περιοριζόταν συνήθως, και όρμησε προς τα γύρω χωριά, τα οποία εκενώθηκαν. Πολλά σπίτια καταστράφηκαν. Η λάβα χαρίστηκε για λίγο σε μια εκκλησία πριν ρηχτεί στον ωκεανό. Από τότε, πολλές εκρήξεις ταλάνισαν τον πληθυσμό, όπως η γιγάντια έκρηξη του 2007. Η Μαρή Πιέρ συναντά έναν από τους πολλούς ντόπιους που ζουν στους πρόποδες του ηφαιστείου. En revenant chez moi, on a vu le panache de fumée, là, le panache qui sortait, qui marquait le début de l'éruption. Et là, je peux vous dire que j'ai eu les larmes aux yeux, le cœur, il a craqué parce que ça m'a bouleversé. Parce que c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup. Hein. Et donc, heureusement que c'était encore une fois canalisé dans l'enclos.
On a eu quand même quelques conséquences, hein, des pluies acides, du sable qui tombait sur le toit des maisons, ça a rouillé les toits des maisons, ça a brûlé la végétation, ça a brûlé les cœurs de palmiers qu'on cultive ici, ça a brûlé la vanille. Donc ça a posé quand même quelques dégâts sur l'agriculture. Mais ça, de vivre au quotidien à côté d'un volcan qui peut refaire ça, est-ce que c'est une inquiétude? Heureusement que de temps en temps on l'oublie, mais lui il nous rappelle nos émotions et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est en crise d'alerte, de crise sismique, on est tout de suite réveillé par ça, hein, les émotions, le cœur, tout ça palpite. Hein. Est-ce qu'on peut presque dire que vous avez une relation amour-haine avec le volcan? Haine, non. Je ne suis pas du tout dans la haine, mais je suis plutôt amoureux. Je veux dire, on est sur quelque chose qui est fascinant, mais en même temps qui est déroutant et on craint. On a de la crainte. Pas de la haine, mais de la crainte. Crainte parce qu'on aime bien ces forêts quand même. Hein. On aime le minéral, mais on aime les forêts. On aime notre vie ici. Et à tout moment, tout ça peut être bouleversé. Hein. Bon, on dit que c'est vrai, c'est une option de 100 ans, mais ça peut se produire demain. Qui le sait? Για να παρακολουθούν το ηφαίστειο και να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εκρήξεις του χρησιμοποιούνται συμπληρωματικές τεχνολογίες. Οι σεισμογράφοι καταγράφουν όλα τα τραντάγματα του ηφαιστείου. Αν η ένταση αυτών των μικροσεισμών αυξηθεί, ίσως αποτελεί προάγγελο μιας έκρηξης. Με δέκτες GPS καταγράφουν την παραμικρή παραμόρφωση του ηφαιστείου. Αν φουσκώσει, ίσως σημαίνει ότι ετοιμάζεται να εκραγεί. Τέλος, συλλέγοντας αέρια σε διάφορα σημεία, οι επιστήμονες μπορούν να ανιχνεύσουν αφύσικες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ή διοξιδίου του θείου, που συχνά αποτελούν ενδείξεις μιας επικείμενης έκρηξης. Alors c'est quoi, Andrea, cette station scientifique là, qui pointe en face du piton? C'est une station du réseau géochimique. En fait, nous avons un télescope qui scanne tout le temps l'atmosphère au-dessus du volcan. Donc d'habitude, nous avons très peu de soufre avant les éruptions. Et les émissions augmentent, bien évidemment, et évoluent pendant les éruptions. Donc cette technique sert à quantifier l'évolution dans le temps de l'activité éruptive. Ça veut dire qu'en mesurant le soufre, les émissions de soufre avec le télescope, vous êtes capable d'en déduire la quantité de lave qui est émise lors d'une éruption? Oui, dans la plupart des cas, il y a une relation simple entre combien de mètres cubes par seconde de lave sont émis et combien de tonnes jour sont dégagées. Οι διάφορες μελέτες που κάνουν οι ερευνητές στο πεδίο επιτρέπουν στο ηφαιστειολογικό παρατηρητήριο να αφουγκράζεται το ηφαίστειο και να προσπαθεί να το κατανοήσει καλύτερα. Donc ça, Andrea, ça fait partie de tes activités quotidiennes? Être habillé en chasseur de fantômes et faire une manip devant un super paysage? Oui, tu vas voilà. faire quoi? C'est pas mal, hein, c'est un privilège. Mais en fait, l'île tout entière, elle est traversée par un système de failles. Ces failles sont des failles très importantes, très profondes. Et quand le magma est très profond, il dégage du dioxyde de carbone. Ce gaz, il est très mobile. Il peut remonter assez rapidement. Et donc, quand la tuyauterie, disons, s'active, on peut tracer le transfert du magma en suivant les émissions gazeuses. Et donc, on peut mesurer l'accumulation du CO2. Donc, plus l'augmentation est rapide, plus on sait qu'il y a une source derrière ce flux, potentiellement le magma qui réalimente le piton de la fournaise. Donc en gros, ce que tu vas faire là, c'est renifler le piton de la fournaise. Voilà, alors à différence du soufre, notamment de l'H2S, qui a une odeur assez forte, dans ce cas-là, c'est un gaz qui n'a pas d'odeur, mais effectivement qui est invisible, mais qu'on peut mesurer par des spectromètres. Donc, voilà. Il faut la mettre au sol. Donc, tu pourras la poser ici, là où il y a la marque, effectivement. On va mesurer le CO2, on va laisser s'accumuler dans une chambre d'accumulation. On peut lancer le comptage. Regarde, ça, c'est le CO2 qui commence à s'accumuler. Et alors ça te sert à quoi, dans le cadre de la surveillance volcanologique, de renifler le volcan et d'essayer de capter du CO2? Donc on s'est rendu compte, quand le magma est encore très profond, les stations les plus éloignées détectent des augmentations jusqu'à quelques mois à l'avance par rapport à la réactivation du piton de la fournaise dans l'enclos Fouquet. Depuis quelques semaines, notamment sur les stations les plus éloignées, on commence à voir à nouveau
une augmentation du CO2, cela pourrait suggérer qu'une nouvelle phase de réalimentation vient de commencer. Donc, plus la perte du signal est importante, plus il y aura de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Mais le magma, est-ce qu'il pourrait nous prendre par surprise et pouf, une grosse déformation aujourd'hui même? Alors aujourd'hui même, je n'y crois pas, puisqu'il faut savoir que toutes les éruptions du Piton de la Fournaise ont pu être prédites assez à l'avance par l'observatoire, du moins toutes les éruptions qui sont indépendantes les unes des autres. Donc il est arrivé que des éruptions aient reparti d'un même site éruptif quelques jours après la fin d'une éruption, et dans ce cas-là, elle a pris le même trajet, donc il n'y a pas eu de signe précurseur. Mais toutes les autres éruptions ont été précédées par des signaux avant-coureurs, que sont donc un léger gonflement du volcan, de la sismicité, des éboulements et également des émanations de gaz qui vont changer au niveau des fumerolles et dans la composition des gaz du sol. Donc toutes les éruptions peuvent être prédites. Puis quand tu dis que ça gonfle, on parle de quelle épaisseur à peu près? En fait, on a jusqu'à 5 cm de gonflement du volcan. 5 cm Voilà. quand même. Et quand le magma part de la chambre magmatique vers la surface, ça peut aller jusqu'à 1 mètre. D'accord. Mais c'est pas le genre de truc qu'on pourrait observer maintenant. À l'heure actuelle, là, on est dans une phase où justement on est dans le long terme, donc c'est plutôt de l'ordre du centimètre par mois que l'on observe actuellement. Mais pendant l'éruption même, quand le magma vraiment se fraye le chemin terminal vers la surface, donc pendant les minutes, heures précédant l'éruption, là on peut avoir jusqu'à 1 mètre et de visu, ça peut se voir et ça peut également se voir parce que ce gonflement et cette migration du magma vers la surface va également générer de la sismicité, des éboulements qu'on enregistre également par d'autres instruments comme les sismomètres. Donc, par exemple, typiquement, actuellement, là, je vous ai dit qu'il y avait une source en profondeur qui est en train de gonfler. Elle est située vers 3-4 km de profondeur sous nos pieds. Okay. Et actuellement, donc, cette source est en train de migrer vers une chambre magmatique qui est plus superficielle, à 2 km sous nos pieds. Et c'est vraiment lors de la crise sismique finale et lors de l'intrusion finale du magma vers la surface qu'on aura la migration de moins 2 km jusqu'à la surface pour donner l'éruption. Mais au moment où on se parle, est-ce que ce serait possible de prédire dans combien de temps il faut revenir si on veut voir un beau spectacle? Malheureusement, on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais on saura vraiment qu'il y a une éruption qui est en train de survenir quand le magma quitte la chambre magmatique. Donc ça, on le sait quelques minutes à quelques heures avant l'éruption. C'est ce qu'on appelle la crise sismique. Et c'est là aussi que grâce à nos capteurs, on va savoir, grâce à la microsismicité, grâce aux déformations, si le magma part sur le flanc nord, sur le flanc sud ou au sommet. Donc ça veut dire qu'en termes de communication avec les autorités, on est à même de dire « Tiens, le magma est en train de partir sur le flanc nord, donc il faut évacuer le flanc nord ». Τα δίκτυα των οργάνων του παρατηρητηρίου λειτουργούν συνεχώς. GPS, σεισμογράφος, ανιχνευτής αερίων. Αν όλοι αυτοί οι αισθητήρες στο ηφαίστειο δείξουν δραστηριότητα εκτός του φυσιολογικού, έντονη σεισμική δραστηριότητα, εκπομπή μεγάλης ποσότητας διοξιδίου του άνθρακα ή του θείου, παραμόρφωση του βουνού, στο παρατηρητήριο σημαίνει συναγερμός. On a actuellement une quinzaine de traces sismiques, donc une quinzaine de sismos qui nous envoient de la donnée en temps réel. Hein. Et ici, on voit qu'il se passe des choses. Malheureusement pour toi, c'est de la pluie. Hein. Toutes les respirations de la Terre, on va les avoir, que ce soit la houle, le vent, des hélicoptères qui passent, des marcheurs. Et les grands séismes tout autour du monde, c'est-à-dire qu'un séisme au Japon sera vu également ici à La Réunion. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand vraiment il y a une crise éruptive et que le volcan se réveille? Alors, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure des heures, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de marques qui correspondent à de plus en plus de séismes. Et puis on voit que tout doucement, ça commence à bouger. Ça commence à bouger sérieusement, avec parfois de très gros séismes d'ailleurs. Et puis là, on voit qu'au fur et à mesure, on rentre dans plus de 6 à 10 séismes par minute. Donc là, c'est véritablement la crise juste avant l'éruption. Et d'un coup, donc là, on sait que le magma est proche de la surface, et d'un coup, c'est un signal qui continue, ce qui veut dire que ça dégaze en permanence. Ça veut dire que le magma arrive en surface, précédé par du gaz, et ça, c'est ce qu'on appelle le trémor. Le signal qui nous dit « attention, il va y avoir une éruption » n'est visible que 20 à 40 minutes avant l'éruption.
Oui, c'est court quand même. C'est très très court, donc prédire une éruption sur du long terme est aujourd'hui impossible. Est-ce que vous êtes capable de savoir où exactement la lave va percer dans l'enclos? On prévoit en gros, dans un premier temps, la zone de sortie. Ensuite, on affine notre analyse. Elle est rarement mauvaise, mais comme le sommet du volcan est assez fracturé, même très fracturé, le magma peut s'intruder et puis changer de direction en dernière minute. Υπάρχουν λοιπόν 3 φάσεις συναγερμού. Επικείμενη έκρηξη, οπότε η πρόσβαση στον περίβολο απαγορεύεται. Έκρηξη μέσα στον περίβολο χωρίς κίνδυνο για τον πληθυσμό, αλλά με πολύ μικρό κίνδυνο για τις κοινότητες της ακτής. Και τέλος, έκρηξη έξω από τον περίβολο. Ειδοποιούνται οι παράκτιες κοινότητες ότι ο κίνδυνος από τις ροές είναι μεγάλος στη ζώνη που σημειώνεται. Et à quel moment, toi, directeur de l'Observatoire volcanologique, tu décides d'envoyer une partie de ton personnel au sommet, voir de visu ce qui se passe? Alors, qu'à partir du moment où on aura véritablement le signal que le trémor a commencé. Et c'est à ce moment-là que vous portez vos combinaisons unifugées, vos scaphandres? Le scaphandre est nécessaire pour s'approcher, pour aller prélever des échantillons. Ce prélèvement est nécessaire pour savoir l'histoire du magma, combien de temps il a transité depuis les zones profondes, à quelle pression il est resté, est-ce qu'il a accumulé du gaz à l'intérieur. Ça, c'est le matériel qu'on mettait pour aller sur le volcan. Aujourd'hui, il est beaucoup plus brillant, le nouveau. Donc, il a vécu toutes les éruptions depuis 1998. Super, il a vu plein de choses. Et ouais, il les a vues, il les a vécues, il les a même souffert un peu. Tu vois, c'est un peu brûlé de partout. Et quand tu le mets, tu vois, tiens, hop, essaye, voir si ça t'attaque. Ok. Tu verras qu'on voit pas grand-chose à l'intérieur. Waouh. Et bon, normalement, t'es pas en bras de chemise. Non, c'est ça. J'ai des gants, j'ai un... Voilà, une combinaison complète. Oh, on voit rien. Voilà. Je t'assure qu'on voit rien. Un temps de présence sur le bord de la coulée de lave très court, parce que très rapidement, la chaleur va rentrer à l'intérieur et tu pourras plus rester très longtemps, mais ça permet de rester quelques minutes, des courtes minutes, au bord de l'éruption. Donc voilà le récepteur GPS. Donc comme tu vois, ça n'a rien à voir avec nos GPS de voiture ou de randonnée. Donc c'est des GPS un peu plus sophistiqués. Alors. Voilà, on va se mettre là-bas. Hop, on enregistre. Et automatiquement, au bout de 5 minutes, il va s'arrêter. Donc on a à la fois des tiges au sommet, sur les flancs du cône terminal, mais également à l'extérieur, pour voir le gonflement global du volcan. Donc là, on ne saura pas tout de Là, suite aujourd'hui, si elle a tout de bougé. suite, à l'instant, on ne saura pas. Mais par contre, demain, je pourrais te dire la position exacte de ce point par rapport aux différentes références de stations qu'on a de part et d'autre du volcan. Est-ce que ces prises de mesures-là servent seulement à anticiper les colères du piton de la fournaise ou ça peut servir à d'autres observatoires ailleurs dans le monde? Ah oui, bien sûr, parce qu'il faut savoir, ce qu'on fait ici, c'est pas que de la surveillance, c'est aussi de la recherche. Donc on développe des techniques innovantes qui vont être appliquées ailleurs. Donc il faut savoir que le piton de la fournaise, c'est l'un des volcans laboratoires les plus étudiés au monde, puisqu'on a la chance d'avoir des éruptions très fréquentes. Donc on a en moyenne 2-3 éruptions par an. Et en plus, il est relativement bien instrumenté. Donc ça veut dire qu'on a des collaborations avec des collègues italiens, hawaïens, qui nous permettent donc d'échanger nos manières de faire, nos visions, pour pouvoir mieux comprendre les édifices volcaniques et basaltiques dans leur globalité. Donc c'est bel et bien un laboratoire. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Quel laboratoire? Ηφαιστειολόγοι, μηχανικοί, τεχνικοί, 15 άτομα διάφορων ειδικοτήτων δουλεύουν στο ηφαιστειολογικό παρατηρητήριο. Μια πολύ μικρή ομάδα για ένα τόσο ενεργό ηφαίστειο
Το ηφαιστειολογικό παρατηρητήριο της Χαβάης απασχολεί 100 άτομα. Αφού συγκεντρώσουν ένα σύνολο δεδομένων στο πεδίο, οι ερευνητές τα αναλύουν στο παρατηρητήριο. Με όλο και ισχυρότερους υπολογιστές ικανούς να διαχειριστούν ένα αυξανόμενο πλήθος πληροφοριών, μια μνημειώδη συσσόρευση δεδομένων σε ένα πλαίσιο μηχανοργάνωσης της ηφαιστειολογίας. Έτσι κατάφεραν να κάνουν σημαντική πρόοδο στην κατανόηση των ηφαιστείων και τα επόμενα χρόνια θα κάνουν μάλλον ένα ακόμη άλμα. Donc là, par exemple, c'est le cône de août dernier, hein, entre août et octobre. Dans sa forme finale, il n'y a plus de lave. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que pendant toute l'éruption, on a survolé soit au drone, soit avec un avion, soit avec un hélicoptère, avec tout ce qui pouvait voler. Et on a fait des photos. Ces photos, il y en a parfois 700, 800, plus de 1000 parfois. Et on recrée la 3 dimensions. Ce qui nous permet ici, par exemple, bon, d'illustrer comment est-ce que le cône est formé, hein, bien sûr sa texture, sa hauteur, son empiètement, ça c'est une base, mais également comme on a fait une série de photos avant, eh ben, on a regardé la vitesse de croissance de ce cône, et cette vitesse de croissance, on va la mettre en comparaison avec les autres indicateurs, les indicateurs géophysiques, comme la sismicité par exemple, comme le dégazage, et tout ça on le croise pour regarder la croissance des coulées de lave, la croissance des cônes, la déformation, et puis essayer de comprendre comment est-ce que l'éruption se poursuit dans le temps. Όταν ο μαγματικός θάλαμος έχει τέτοια πίεση ώστε να φτάσει στο σημείο ρήξης, η οροφή του υποχωρεί. Η λάβα εκτινάσεται προς τα πάνω και ξεπηδά από την κορυφή του τερματικού κόνου του Πιτών de la Fournaise. Μα αν η λάβα βρει εμπόδιο στην πορεία της προς τα πάνω, θα ξεπηδήσει στα πλάγια, κατά μήκος ενός ρήγματος από βορρά προς νότο, που δημιουργήθηκε από την κίνηση του ανατολικού τμήματος του νησιού που κινείται προς τη θάλασσα. Σε αυτή την περίπτωση θα εκτιναχθεί σαν μια κουρτίνα από φωτιά με μήκος αρκετά χιλιόμετρα. Αυτό δημιουργείται σε βάθος περίπου 1 χιλιόμετρου, μα η λάβα βρίσκει δρόμο προς την επιφάνεια μέσα από ανοιχτά ρήγματα κατά μήκος αυτής της κουρτίνας. Ξεπηδώντας, η λάβα θα σχηματίσει σταδιακά στο επίπεδο αυτών των ρογμών αρκετούς μικρούς ηφαιστειακούς κόνους. Croire que vous avez compris tout ce qu'il y a à comprendre sur le piton de la Fournaise et les volcans du monde entier. J'imagine que ce n'est pas le cas. La Réunion, c'est une toute petite partie de l'édifice volcanique complet. Et en fait, nous, quand on regarde juste le piton de la Fournaise, c'est un peu comme si une maman surveillait son enfant en n'y regardant que la tête, sans regarder son corps. Donc il reste beaucoup de choses à voir, même sous la mer. Εδώ και 10 περίπου χρόνια, οι ηφαιστειολόγοι προοδεύουν στην παρακολούθηση. Ενδιαφέρονται για τις πολύ μικρές δονήσεις που καταγράφουν συνεχώς γύρω από το ηφαίστειο. Αυτές που δεν προέρχονται από την άνοδο του μάγματος, μα από κυκλώνες, από τα κύματα του ωκεανού ή ακόμα και από περιπατητές. Όλα αποτελούν αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν σεισμικό θόρυβο. Μπορεί να ανιχνευτεί σε ακτίνα δεκάδων χιλιόμετρων από υπερευαίσθητους σεισμογράφους εγκατεστημένους στο ηφαίστειο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, διότι ακούγοντας και ανασυνθέτοντας τη διαδρομή αυτών των ελάχιστων δονήσεων που διασχίζουν το ηφαιστειακό συγκρότημα, οι ερευνητές μπορούν κατά κάποιον τρόπο να κάνουν σάρωση στο ηφαίστειο και έτσι να συμπεραίνουν την κατάσταση δραστηριότητάς του, να διαβλέπουν τις ενδείξεις ενός κατακερματισμού, μιας ανόδου της λάβας. Αυτή η καινοτόμως τεχνική θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει πρόγνωση των εκρήξεων στα εκρηκτικά ηφαίστεια που είναι πολύ πιο απρόβλεπτα και πολύ πιο επικίνδυνα από τα εκχυτικά ηφαίστεια όπως το Πιτόν. Bon, Nicolas, j'imagine que tu fais pas voler un drone au-dessus du piton de la Fournaise juste pour faire des belles images? Pas uniquement, non. En fait, on travaille de plus en plus sur la topographie. Et cette topographie, elle va nous parler à plusieurs niveaux. Donc, la topographie, comment on la crée? On la crée à partir des images du drone, ou encore d'images d'avion, ou encore images de satellites. Donc nous, notre spécialité qu'on a développée à l'Observatoire là récemment, c'est de faire de la topo pour regarder les déformations. Alors ça, c'est principalement de l'avion. Mais dans le cas du drone ou encore de la canne, on regarde les microtopos, donc on regarde la topo à très haute résolution, de façon à croiser des informations topographiques et des informations physiques pour essayer de comprendre pourquoi ce type de lave qu'on a là est lisse et pourquoi certains types de lave vont être beaucoup plus rugueux. Ces textures, on va les trouver parfois sur la même éruption, parfois sur la même coulée de lave. Un coup, on va avoir dans une coulée des laves très lisses, puis qui vont devenir plus gratons.
Et nous, ce qu'on se pose plus comme question, c'est effectivement, est-ce que la topographie a un rôle? Est-ce que la viscosité a un rôle, la présence de cristaux, la chimie de la lave? Donc ça, ce sont une somme d'explications, mais qu'on a du mal à quantifier encore. Et on y travaille toujours. Donc vous voyez, ces nouveaux outils nous permettent de travailler beaucoup plus vite. J'ai un collègue qui a travaillé dans les années 80 avec ce qu'on appelait le peigne à myrtille. C'est une série de tiges qu'on mettait sur le sol pour voir justement la topo en toute petite, donc la texture. Et il y passait des semaines et des semaines. Aujourd'hui, le drone est capable de couvrir plusieurs centaines de mètres carrés en quelques minutes, avec des pré-programmés. On pourrait presque boire un café, on n'a pas de thermos aujourd'hui, mais on peut lâcher le drone, il fait son boulot, il fait tout le taf, et nous, ensuite, on va rentrer, on va traiter à la maison. Οι ερευνητές επιστρατεύουν την επινοητικότητα για να αναπτύξουν ακόμα πιο καινοτόμες τεχνικές ώστε να διεισδύσουν στα μυστήρια των ηφαιστείων. Μελετούν, για παράδειγμα, την πιθανότητα να παρατηρούμε κάποια μέρα με τηλεσκόπια τις ακτίνες που τα διασχίζουν προερχόμενες από το διάστημα. Ανιχνεύοντας την πορεία αυτών των γεμάτων ενέργεια κοσμικών ακτίνων, θα μπορούν να ανασυστήσουν ακριβώς το εσωτερικό ενός ηφαιστείου. Allez, donc. Ok. Vas-y, explique-moi, c'est ma première fois. Donc là, tu avances, tu recules, tu montes, tu descends, tu glisses à droite, tu glisses à gauche, et tu tournes sur toi-même. C'est bon. Et tu peux faire une photo. La photo elle est là. Tu appuies sur ce bouton-là, tu as le déclencheur derrière. Cool. Je vais prendre une photo avec un joli petit arbuste. Ok. Voilà. Tu prennes des photos très, très rapprochées? Ouais, il faut qu'il y ait 80% de photos communes. Et comme il y a deux angles de vue différents, ça te permet de faire la stéréophotogrammétrie, donc le moyen de faire de la 3D. Ok, ok. Donc t'en fais tous les combien comme ça? Je m'avance, voilà, toutes les secondes en fait. Toutes les secondes? Voilà, à peu près. Voilà. Ça dépend en fait de ton altitude. Ok. Allez, je crois qu'il est à toi là. Allez, vas-y, je vais pas... Οι πειραματικές έρευνες στο Πανεπιστήμιο του Πιτών ντε λα Φουρνέζ και σε άλλα παρατηρητήρια ανά τον κόσμο έχουν τα 10 τελευταία χρόνια προοδεύσει πολύ στην κατανόηση των ηφαιστείων. Σήμερα οι επιστήμονες μπορούν να προβλέψουν μία έκρηξη κάποιες ώρες νωρίτερα, μα θέλουν να αποκτήσουν κι άλλο προβάδισμα απέναντι στα ηφαίστεια. Έτσι επιστρατεύουν την επινοητικότητα και αναπτύσσουν ακόμα πιο καινοτόμες τεχνικές για να λύσουν τα τελευταία μυστήρια των ηφαιστείων και να σώζουν περισσότερες ζωές. Bon, ben on n'a pas vu d'éruption, hein? Ben non. Mais bon, on a quand même vu de près l'un des volcans les plus actifs de la planète. Oui, on n'a peut-être pas vu le feu jaillir du volcan, mais on a vu le feu qui anime les chercheurs, qui tâtent son pouls au volcan pour anticiper chacune de ses colères. Hein. Ils aiment leur volcan, ils l'observent, ils le respirent, ils le ressentent vraiment de toutes sortes de façons. En même temps, on peut les comprendre, un volcan c'est quand même fascinant. Puis il faut quand même se l'avouer, une planète sans volcan ce serait un peu triste. Et puis c'est la preuve directe que notre planète est vivante, qu'elle est chaude et elle se refroidit via le volcanisme. Oui, puis il en existe des planètes mortes, on pourrait dire, où le volcanisme s'est terminé. Par exemple, Mars, notre voisine, elle est tellement peu massive qu'elle a terminé d'évacuer sa chaleur interne via le volcanisme. Il n'y a plus de volcans actifs sur Mars. Sur la Terre, on en a encore pour quelques milliards d'années parce qu'on est assez massif, assez de chaleur interne. Ouais, ça va, ça nous laisse un peu de temps pour aller voir une éruption. Un paquet d'éruptions.